Mesdames et messieurs, bonsoir. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine politique Mise au Point. Mise au Point, vous le savez, cette émission qui vous plonge au cœur de l'actualité politique. Eh bien, les concertations nationales, on en parle et on en parle encore. On en parle avec beaucoup plus d'acuité dans des partis politiques, la société civile, pourquoi pas toute la population congolaise. À quand les concertations nationales? Sur quoi déboucheront-elles? En tout cas, toutes ces questions vont faire partie du contenu de notre émission de ce soir. Nous recevons sur ce plateau l'honorable Ramazan Ishadari, député national, le PPRD, donc de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur le député national. Bonsoir, Jacques, bonsoir. Voilà, sans plus tarder, nous sommes à quelques jours de la tenue effective des concertations nationales. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que le chemin est balisé pour arriver à la bonne tenue de ces travaux? Merci Jacques pour la question et je suis confiant et je pense que justement le chemin est franchement balisé parce qu'avec la mise en place de ce groupe de contacts et dans lesquels siègent les amis de l'opposition, de la société civile et ceux de la majorité, ils sont au troisième jour de leur calendrier et je crois que le travail avance normalement. Nous n'avons pas la première information. Lorsqu'ils auront terminé, ils vont déposer les conclusions de leur cogitation à l'initiateur de ces concertations, et qui est le chef de l'État, le président Kabila. Et à ce moment-là, nous serons fixés de la date d'ouverture, qui est d'ailleurs imminente d'ici là. Donc, il faut un peu de patience. Le groupe de contact, vous venez de le dire, est composé aussi bien de membres de l'opposition, de la majorité que de la société civile. Mais c'est une partie de l'opposition qui a accepté donc d'intégrer ce groupe et les autres ont carrément refusé. Qu'adviendra-t-il si jamais cette portion de l'opposition ne prenait pas part aux travaux? Oui, justement, ce groupe s'appelle le groupe de contact. Il y a déjà ceux qui sont là-bas, de l'opposition, de la majorité de l'opposition, comme je l'ai dit, mais d'autres de l'opposition ne sont pas encore là. On me parle de 3 ou 4 partis politiques sur une centaine de partis politiques. Mais comme c'est un groupe de contact, je crois, les présidiums leur avaient donné, notamment entre autres missions, de contacter ceux qui ne sont pas encore d'accord avec la formule actuelle de concertation. Nous avons encore la journée d'aujourd'hui. Attendons leur rapport. Je crois que dans les jours qui viennent, nous pouvons avoir un autre son de cloche par ceux qui ne veulent pas, qui ne sont pas encore prêts pour venir aux concertations. Nous voulons que ces concertations soient vraiment inclusives. C'est pourquoi ici, je me fais le devoir de faire appel donc, à tous les autres camarades des politiciens de l'opposition qui n'ont pas encore accepté le schéma de venir, d'être en contact avec le groupe de contacts et finalement d'accepter de venir partager avec nous leurs opinions au niveau des concertations pour qu'il y ait un consensus et ensemble nous puissions mettre fin, n'est-ce pas, à toutes ces velléités d'insécurité qui sévissent à l'Est, afin que nous puissions retrouver la paix et réamorcer le projet de reconstruction prôné par le chef de l'État et le gouvernement. Alors hier, l'opposition réclamait la mise en place d'une commission paritaire mixte, si je peux parler en ces termes, pour préparer les travaux. Aujourd'hui, il y a le groupe de contact qui est là. L'on peut parler facilement d'une avancée par rapport à leurs revendications d'hier. C'est une avancée, parce qu'il parlait de comité préparatoire. Aujourd'hui, on parle de groupe de contact. Est-ce que c'est un problème de concept? C'est une guerre de sémantique. L'essentiel pour nous, nous voyons que les 3 composants se retrouvent pour, n'est-ce pas, baliser le chemin du début des travaux, n'est-ce pas, des concertations nationales. Et après les 3 jours qui étaient donc donnés à ce groupe, leur mandat va prendre fin, on va convoquer tout le monde et les concertations vont commencer. Et il faut, je crois, mettre au devant ce qui est de l'intérêt général, au lieu de voir des particularités égoïstes. L'essentiel pour nous, peu importe les concepts, mais quand même, c'est une avancée. On a accédé, il y a un groupe qui réfléchit sur les thématiques, il y a un groupe qui réfléchit, n'est-ce pas, sur le mode de prise de décision, il y a un groupe qui réfléchit, au lieu d'aller là-bas et perdre beaucoup de temps. Je crois que les 3 jours ici, ils vont trouver une formule qui sera proposée à la première plénière des concertations.
ça nous permettra de ne pas prendre beaucoup de temps inutilement. Alors, dans l'entretemps sur terrain, on remarque que le président de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, continue ou reçoit des personnalités congolaises, donc de la République démocratique du Congo, pour parler concertation nationale. Alors, officiellement, l'on peut dire que c'est lui le facilitateur de ces concertations nationales. On ne se tromperait pas si on peut dire, si on peut parler en ces termes. Bon, je crois qu'on peut se tromper. Nous sommes dans le cadre des concertations telles qu'initiées par le président de la République, Joseph Kabila, dans l'ordonnance qu'il a signée au mois de juin. Dans cette ordonnance, on ne parle pas des modérateurs ou des facilitateurs extérieurs. Une certaine opposition a voulu que Denis Sassou Nguesso puisse jouer ce rôle-là, mais vous voyez jusqu'aujourd'hui, il n'apparaît pas formellement qu'il joue un rôle important dans la facilitation, mais nous avons toujours dit ici, chez vous Jacques, que nous sommes d'accord avec tous ceux qui veulent nous aider lorsqu'il y a un petit problème. S'il connaît les acteurs politiques du pays, on peut recourir à lui de manière tout à fait informelle, parce que les concertations doivent être congolaises. Et des discussions entre les Congolais, nous ne voulons pas qu'il y ait interférence des autres personnalités d'autres pays, même si notre voisin, le président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, il est plus proche de nous, même si... Il reçoit, et je peux dire il consulte même. Oui, même si, bon, consulter, je ne sais pas, vous savez, culturellement, il est très proche à nous. Denis Sassou Nguesso, c'est un Mongala. Ici en RDC, il y a des Bangala. Bon, quand il reçoit le cardinal Mosengo, je suis sûr qu'il parle en lingala. Quand il reçoit Ken Gwadondo, il parle en lingala. Bon, tout ça, ce sont des choses... Même quand il reçoit le président de l'Assemblée nationale, un membre du présidium, des concertations nationales... Peut-être il parle en français, mais je sais que pour certaines personnalités, il parle en lingala. Ce rapprochement culturel doit être examiné au plus profond pour qu'il ne joue pas... le rôle des juges est parti. Nous sommes en politique et il faut connaître les tenants et les aboutissants de chaque chose. Donc, Sassou Nguesso, le président du Congo, d'en face ici, formellement, il n'est pas modérateur, mais comme il est voisin, comme il connaît certains problèmes des Congolais, de par la culture que nous partageons avec le Congo d'en face, on peut l'utiliser comme quelqu'un, comme un souffleur. Ce n'est pas interdit. Nous, le problème, l'intérêt, c'est mettre fin à la guerre. Alors, mettre fin à la guerre, si on doit recourir à la CIRGL ou à la communauté internationale, entendez donc les Nations Unies, et un rôle devrait venir aussi de la CIRGL. Alors, quel sera le rôle que jouera certainement Mary Robinson dans les concertations congolaises, selon vous? Bon, là, il faut aller dans l'accord d'Addis Abeba pour savoir le rôle qu'il doit jouer. Et il doit venir accompagner les dialogues entre les Congolais. C'est bien dit, je crois, au chapitre 8, qu'ils ont le rôle, n'est-ce pas, de soutenir ces dialogues. Il faut que les Congolais puissent se parler afin de mettre fin à la guerre. Mais la participation comme facilitateur devant les gens, commencer à dicter, à accorder la parole, c'est un rôle mineur à ces personnalités. Ce rôle peut être joué par les présidiums et nous sommes d'accord avec ça. Alors l'opinion se demande, l'opinion a appris aussi que des groupes armés pourraient faire partie des composantes, donc devant participer aux concertations nationales. Le M23 aussi pourrait siéger avec tous les autres Congolais, puisqu'impliqués dans ce qui se passe dans l'Est. Bon, vous savez, toujours dans l'accord d'Addis Abeba, au chapitre 8 toujours, quelque part, si vous lisez, et même le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders, l'a dit clairement que tous ces gens qui ont tué, tous ces gens qui sèment la terreur, tous ces gens qui violent, tous ces gens qui commettent des massacres, tout ça devrait être sanctionné. Ça c'est dit dans l'accord d'Addis Abeba, c'est clair, devrait être sanctionné. Mais nous avons un prix à payer pour la guerre. Nous avons un prix à payer pour la guerre. Si nous disons qu'il ne faut pas accueillir ces gens aux concertations, bon, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Nous avons besoin de les écouter. Nous avons besoin qu'on se parle. Je dis bien M23, les Congolais qui sont là-dedans. Je parie que ce n'est pas seulement les Congolais.
Nous voulons parler aux Congolais qui sont M23. On les connaît parce qu'ils sont identifiés dans leur structure. S'ils peuvent mandater une ou deux personnes avec leur cahier de charges, avec une déclaration qu'ils vont nous lire et dans les thématiques qu'on va en parler, je crois que ça profiterait à tout le monde comme solution pour sauver la nation qui est en état d'insécurité à l'est. Il en est de même des autres groupes armés opérant dans la partie est du pays également. Les groupes armés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, des marionnettes, des groupes instrumentalisés à l'extérieur ou à l'intérieur par les politiciens, entre guillemets, qui cherchent à reposer. Il y en a beaucoup. Mais moi, je peux conseiller au Présidium de prendre les groupes plus ou moins significatifs. Les groupes armés significatifs. Il y en a plus de 70. Si on prend 4 ou 5 groupes significatifs, là, à ce moment-là, ils peuvent venir discuter. Parce que parfois, c'est un groupe qui se disloque en 4 sous-groupes, 5 sous-groupes. Finalement, nous prenons ce qui est essentiel au détriment de l'accessoire. Est-ce qu'on ne criera pas à la division ou à l'exclusion si on ne doit pas tenir compte de tout le monde? Puisque l'objectif, c'est d'arriver à la cohésion nationale. Qui dit cohésion nationale, voit l'implication de tout le monde autour de la table. Mais finalement, ce groupe, parfois, il y a 10, 15, 20 qui réclament la même chose. Et nous disons, nous prenons ceux qui sont significatifs. C'est ma proposition au Présidium. Ceux qui sont significatifs, on les prend, ils vont parler au nom des autres. Parce qu'on dit, d'autres sont exclus. Nous sommes 75 millions de Congolais. Est-ce que tout le monde va aller là-bas? Même si on dit, par exemple, au niveau de la presse, il faut que la presse soit représentée. Ce n'est pas toutes les chaînes. Ce n'est pas toutes les chaînes de télévision, de radio. Si on prend, par exemple, RTGA, RTNC, ils vont représenter valablement d'autres maisons de presse. C'est comme ça. En démocratie, c'est un principe de représentativité, de représentation. Alors, on va parler de vous, donc de votre famille politique au niveau de la majorité. Nous sommes à quelques jours de la tenue des concertations nationales. Il y a une certaine harmonisation au niveau de votre liste, ou si je peux aller très loin, et votre mémorandum à déposer au secrétariat technique. Est-il déjà prêt ou qu'est-ce qui en découle? Bon, je ne peux pas ici commencer à dévoiler des choses au niveau de ma famille, au nom de ma famille politique. Non, non. Ce qui est concret est que nous avons eu des réunions avec les membres du Présidium. Ils ont précisé les choses et ils ont demandé qu'on dépose notre mémorandum qui allait dans le sens de voir comment les décisions seront prises, mais également qui devrait parler du format, nos propositions sur le format. Il y a des propositions des formats. Nous voulons que ce dialogue, ces concertations soient vraiment globales et inclusives. Et à ce moment-là, je suis calme parce que notre liste ou nos propositions ont été transmises au Présidium. Après ce travail de groupe de contact, tout le monde sera fixé définitivement. Alors, vous êtes aussi au courant d'un rendez-vous manqué à Brazzaville où le président, nous l'avons dit un peu, le président de l'UDPS Sassou Nguesso devrait recevoir le week-end dernier le président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, et c'est son directeur de cabinet qui est parti. Est-ce que un rendez-vous manqué, un problème d'agenda, est-ce que vous ne craignez pas que, avec l'absence d'Etienne Tshisekedi, on n'arrive pas à avoir les concertations vraiment inclusives? Nous, on a besoin, je le répète, que tout le monde soit là. Que l'UDPS soit également représenté, ça serait une très bonne chose. Mais la participation de l'UDPS aux concertations nationales n'est pas corollaire, ne sont pas envisageables par rapport à la rencontre entre Sassou Nguesso et Tshisekedi. Vous savez, Tshisekedi, c'est un vieux politicien qui était au pouvoir depuis les années 60. Il était pratiquement la troisième personnalité. Lui et Bomboko après Mobutu. Il connaît les tenants et les aboutissants. Je crois que Sassou est venu après lui aux affaires. Voilà, c'est Sassou, moi j'ai lu. C'est la presse qui nous a informés. Je ne suis pas de l'UDPS. Ce que j'ai dit, c'est de la presse que nous j'ai tiré ça. Sassou, le président Sassou l'a invité. Bon, ils se sont fixés l'heure, c'était samedi le 17. Mais la presse toujours a dit qu'il devait se retrouver à 9h. Mais bon, le vieux s'est reposé encore. Bon, et puis il s'est réveillé à 11h. Et puis, une certaine presse dit qu'il a ignoré ce rendez-vous-là. Il a ignoré. Est-ce que c'est reporté ou c'est un rendez-vous manqué? Mais vous savez, notre cursus politique, nous,
Nous avons commencé depuis un certain temps, nous étions à la CNS, nous connaissons les vieux, bon, s'ils trouvent que il n'y a rien qui peut l'arranger là-dedans, je trouve difficile qu'ils se rendent facilement là-bas. Donc c'est un problème, c'est pourquoi j'ai dit, le président de nous, qui, entre guillemets, veut aider les Congolais à se parler, il doit maîtriser tout le monde. Il doit maîtriser tout le monde. Il faut qu'il connaisse vraiment les Congolais. Contrôler Tshisekedi, ce n'est pas facile. J'ai dit, bon, quand il parle par exemple à Mosengo, il se parle. Un certain air culturel. Mais avec Tshisekedi, c'est un politicien depuis 60. Est-ce qu'il maîtrise vraiment la personnalité de Tshisekedi pour l'inviter comme ça, Non, je crois que c'est un problème. Donc le président, Sassou doit réfléchir 2 ou 3 fois. Il doit réfléchir 2 ou 3 fois, mais vous avez quand même besoin de cette icône de l'opposition dans les concertations. Je l'ai dit, c'est absolument. Sinon nous avons besoin de l'UDPS. Nous réclamons encore leur participation. Il faut qu'ils viennent donner leur position. Et lorsqu'on va se parler, on va trouver peut-être un modus vivendi, pourquoi pas. Nous avons besoin d'eux. Sinon, je pense que comme la population, comme le peuple veut que nous puissions nous parler, si l'UDPS ne vient pas, il sera en contradiction avec la volonté populaire. Ce qui n'est pas bien. Voilà. Et ça fait débat aujourd'hui, monsieur le député national. Un membre du Présidium a dit clairement que les concertations nationales devraient aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire, le gouvernement qui est là actuellement sera déchu, s'il faut parler en ces termes, pour mettre en place un nouveau gouvernement. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces déclarations? Comment vous les avez interprétées? Bon, les objectifs des concertations doivent être intériorisés par rapport à l'ordonnance. Nous voyons la cohésion nationale, en termes beaucoup plus précis, la fin de la guerre, l'autorité de l'État dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo, etc. Les problèmes sociaux de la population, le transport, la santé, l'éducation, l'emploi, l'électricité, l'eau, on en parlera. Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que nous stagnons? Est-ce que nous reculons? C'est ce que la population attend. Finalement, la classe politique doit travailler pour qui? La classe politique sert le peuple, elle sert la collectivité nationale. Bon, tout peut arriver en politique, Jacques. La politique est dynamique. Celui qui a dit ça, c'est le président Dondo, le président du Sénat. Le président Dondo, il a dit qu'il y aura un gouvernement national. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si cela peut arriver, ou oui ou non. Mais en réalité, si vous analysez les choses en face, ça sera une contradiction flagrante avec les attentes du peuple. Vous savez, les gouvernements d'union nationale, Jacques, on les a déjà expérimentés depuis des temps immémoriaux, depuis beaucoup d'années dans ce pays. Lui-même, le président Kengwa Dondo, il était, je crois, Premier ministre à plusieurs reprises. C'est la personnalité qui a marqué les records des premiers ministres. 9 ans, si vous faites le total. Il est passé au moins, je crois, 3 ou 4 fois comme Premier ministre. Si vous faites le total, c'est autour de 9 ans. Ça nous a amené quoi? Et en sciences politiques, un gouvernement d'union nationale, ça sert à qui? À la population ou bien à la classe dirigeante? C'est un gouvernement, par essence, non productif. Un gouvernement qui n'a pas de substrat idéologique. C'est un gouvernement où on prend... Mais qui est quand même une réponse à un problème donné, à un problème qui se pose au niveau du pays. Au niveau du pays, ce n'est pas mettre tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, je vois, même tous les fossiles politiques qui étaient déclassés par la population. C'est-à-dire les gens qui étaient désavoués par la population. Il y a déjà depuis 1960 qui ont toujours été aux affaires. Mais maintenant, comme il y avait des élections démocratiques, 2006-2011, ils n'ont jamais été élus. C'était des gens qui étaient pratiquement dans les oubliettes, par la volonté populaire. Mais aujourd'hui, quand on dit concertation nationale, gouvernement d'union nationale, comme ils sont habitués à des combines politiques, ils réapparaissent au plus grand jour
Et la population commence à s'étonner. Jacques, vous savez, nous vivons avec la population de la cité, comme vous. La population dit, ah, ils vont encore former un gouvernement pour se partager les pouvoirs. Le gâteau, c'est encore un partage de gâteau. Entre eux, avec leur famille biologique, et puis ça sera terminé. Et ça sera la honte. C'est quelle forme de gouvernement? C'est quelle forme de gouvernement? Donc nous allons encore violer la Constitution. Ici, nous avons accepté la démocratie, Jacques. En 2004, il y avait 1+4 parce que personne n'avait gagné les élections. Il y avait 1+4 parce qu'il n'y avait pas de constitution acceptée par tout le monde. À la CNS, il n'y avait pas de constitution. Il y avait l'unique constitution du maréchal Mobutu sous le parti État. C'est pourquoi il y avait la CNS et on a dit que les décisions doivent être exécutoires, imposables à tous. Mais ici, nous sommes déjà en plein processus démocratique. Jacques, rappelez-vous, c'est la première fois dans ce pays, demandez aux constitutionnalistes, demandez aux politologues, c'est la première fois dans ce pays où nous avons un président de la République élu au suffrage universel direct par la population. C'est la première fois qu'Kassabou a été élu au second degré par le Parlement. Mobutu, vous savez, c'était les élections seules. Président du parti État, de droit candidat président de la République, il était seul. Mais depuis 2006, c'est une avancée, Jacques. Depuis 2006, les gens vont en compétition, ils sont à 33 et un sort. En 2011, il y a 11 en compétition. C'est une grande avancée. Même au niveau du Parlement, les parlements élus, 2006, nous avons commencé et terminé la législature jusqu'en 2011. C'est pas comme en 1960. On commence en 61, 62, on dit on ajourne les parlements, on fait ceci. On n'a jamais vu ça. Vraiment, il faut mettre ça en tête. Et même les enfants, la jeunesse, commencent à comprendre ce que c'est les élections aujourd'hui. Mais maintenant, vous dites que vous allez former un gouvernement national. Bon, je dis, en politique, tout peut arriver. Je suis aussi réaliste, tout peut arriver. Mais ça sera un pas en arrière. Par rapport à la démocratie, on va rentrer vraiment à 30, 40 ans. Mais puisque le problème qui est là, c'est vrai, avec tout ce que vous avez dit... Donc, les problèmes, ça signifie, mettons un gouvernement et puis c'est fini. Un gouvernement, nous sommes des Congolais. Je risque de vous dire que les gens vont passer là-bas pour se partager les pouvoirs. Les postes et commencer à piller. Au nom de la cohésion nationale. Au nom de la cohésion nationale, à piller les peu qui se trouvent encore dans la caisse de l'État. Ils vont commencer à piller. Ils disent, bon, peut-être c'est pour 3 ans. On a déjà expérimenté, Jacques. C'est pour 3 ans. Il faut que je prenne et puis après 3 ans, ça ne sera plus moi. C'est malheureux. Et ils vont travailler sur quel projet de société? Quel projet de société? Bidon de tout le monde. Qu'on pourra concocter au niveau des concertations. Qu'on va adopter dans 5 ou 10 jours. Vous avez dit que, oui, en politique, tout peut arriver. On peut créer un projet de société pendant les concertations. Il faut éviter ce qui va miner le pays. Ce qui va encore amener le pays au chaos. C'est dangereux. On peut avoir un gouvernement d'ouverture. C'est différent d'un gouvernement national. Peut-être qu'ils se sont trompés de concept. Gouvernement d'ouverture, le président désigne le premier ministre toujours dans la majorité. Parce que la majorité, parce qu'ici, même quand on est là-bas dans les groupes de contact, il y a 3 catégories. Il y a la majorité, l'opposition et la société civile. Donc, on ne peut pas changer ça. Il y a une majorité sur base de quoi? Tout le monde accepte qu'au groupe de contact, vous c'est la majorité, vous c'est l'opposition et nous c'est la société civile. Pourquoi les gens acceptent? Parce qu'il y a une réalité politique que nous avons connue depuis 2006 jusqu'en 2011. Donc est-ce que ce n'est pas l'idée d'avoir une majorité, une nouvelle majorité constituée de l'actuelle majorité de l'opposition et de la société civile ne vous enchante pas? C'est moquer du peuple. C'est moquer du peuple parce que, Jacques, vous savez, en politique, on peut toujours utiliser beaucoup de stratégies pour attirer les gens. Est-ce que le président Kengo, ce n'est pas un clin d'œil qu'il fait aux Congolais lorsqu'on parle de partage de pouvoir? Allez, tout le monde va. C'est profitable à nous ou c'est pas profitable? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est profitable parce que tout le monde va venir et on va discuter et on va trouver des solutions à nos problèmes. Mais si vous ne répondez pas à ces problèmes, si à la fin des concertations, il n'y a pas cette union, il n'y a pas ce gouvernement d'union nationale, Jacques, mais les recommandations issues peut-être ne seront pas prises en compte par ceux qui se sentiraient lésés. Moi, je vous dis que nous vivons avec la population. Et aujourd'hui, j'ai lu la presse, je crois que c'est Référence Plus. Un sondage du Point, le Point a été fait, et 64% de la population se prononce contre. Essayez de même vérifier si les gens qui travaillent avec vous, ça va donner quoi? Ça fait combien de fois que les Congolais les font?
et qu'est-ce que ça apporte pour le bien de la communauté nationale des Congolais. Ça apporte quoi? Ce n'est pas la première fois. Depuis des années 60, après le coup d'état de Mobutu, gouvernement de ceci, gouvernement de ceci, à la CNS, la même chose. 1+4, la même chose. Qu'est-ce qu'on avait réalisé dans le gouvernement de 1+4 de plus important? C'est seulement les élections. Deuxièmement, le partage du pouvoir. Un président, et il y avait la fin de la guerre. C'est ce qu'on avait accompli. La guerre était déjà terminée. C'est ce qu'on avait fait, et la guerre a pris fin. C'est ce qu'on avait fait. Mais sur le plan économique, social, et tout ça, ils ont pris beaucoup de résolutions à San City. Citez-moi lesquelles ont été réalisées. Rien. Moi, j'ai ces recommandations-là. Oui, on se moque. Est-ce que la vie de la population en 2004, 2006, la vie a changé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On parlait des salaires d'Emboudi, tout ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous ne le dites pas puisque vous êtes... Pourtant, il y avait des vice-présidents qui avaient des salaires faramineux, qui avaient des frais, des fonds secrets de recherche qu'on pouvait encore les distribuer aux communs des mortels, aux enseignants, aux infirmiers, aux militaires, à la police, tout ça, ainsi de suite. Donc, les schémas là... Est-ce que vous ne le dites pas puisque vous êtes de la majorité, alors vous avez peur qu'on vous arrache le beefsteak de la bouche? Oui. Là où vous avez gagné, vous gérez seul, que les autres viennent. Ça devient tout petit. On ne gère pas seul. Notre gouvernement ici est ça devient tout petit. Nous avons les ministres de l'économie. Moi d'abord, je ne suis pas au gouvernement. Vous le savez. Nous avons les ministres de l'économie. Oui, c'est un gouvernement de votre famille politique. Le ministre de l'économie, il est de l'opposition. Les ministres de l'industrie, petites et moyennes entreprises, il est de l'opposition. Les opposants vous poseront la question de quelle opposition s'agit-il? Oui, c'est de toute façon. Quand quelqu'un vient, on dit il s'est auto-éjecté. C'est déjà connu au Congo. Si quelqu'un veut partager son point de vue avec ceux qui sont au pouvoir, on dit qu'il a trahi, il s'est auto-exclu. Ce sont des concepts auxquels on est déjà habitué. Mais au moins, on reconnaît aussi le visage de la vraie opposition au Congo. C'est pourquoi mais qui n'est pas dans ce gouvernement. Mais pourquoi l'opposition va venir au gouvernement? Pourquoi? Parce que vous avez choisi la démocratie. L'opposition, son travail, c'est de critiquer. Alors, finalement, il n'y aura plus d'opposition. Si nous mettons tout le monde dans le même sac, il n'y aura plus de critiques, il n'y aura plus de contrôle parlementaire, il n'y aura plus rien. Vous vous rappelez 1+4, il y avait un parlement, Sénat et Assemblée nationale. Lorsque les ministres passaient à l'Assemblée là-bas, il n'y avait pas de motion de censure, il n'y a pas de motion de défiance. Ils viennent seulement et on fait des recommandations, un point, un trait. Les gens ne suivent même plus le débat parlementaire. Alors, si vous dites aujourd'hui, bon, allons-y, au gouvernement national, on se met tous ensemble, tant mieux, on aura donc assassiné, en quelque sorte, la démocratie. On aura assassiné la démocratie, on aura violé la Constitution selon vous. Si celui qui a dit ça d'abord, ce n'est pas le présidium dans l'ensemble, moi j'ai suivi, c'est le président du Sénat, c'est un doyen de la politique, vous savez, il sait ce qu'il fait, bon, c'est pas un petit monsieur, je dis, est-ce que c'est pas un clin d'œil, bon, est-ce que c'est pas une stratégie, donc, il faut qu'on se pose des questions, est-ce qu'il a parlé au nom de l'opposition ou au nom de l'institution? Ce sont des questions, parce que pour arriver là-bas, on n'a pas tenu compte de l'opposition-majorité, on parle des institutions, le dialogue est institutionnel, les consultations sont institutionnelles. On appuie donc le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Il ne parle pas au nom de l'opposition, il parle au nom des institutions. Parce que ces consultations sont constitutionnelles. On pouvait mettre un présidium de 4 ou 5 composantes, de 4 groupes. Donc la présidence, le gouvernement, le Parlement avec des personnes, les cours des tribunaux. Parce qu'on a dit que c'est institutionnel. Mais comme c'est un forum où on va débattre les choses, c'est un forum où il y aura donc dialogue, un forum où il y aura donc négociation, on a mis les gens qui sont habitués, n'est-ce pas, à faire ce travail des organes délibérants. C'est ce qu'on a pris le Parlement composé du Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, même le gouvernement pouvait avoir un membre au présidium, et quand vous parlez, vous n'engagez pas votre couleur politique. Vous engagez l'institution. Aujourd'hui, nous avons accepté ça parce que, heureusement qu'au Sénat, il y a quelqu'un de l'opposition, et à l'Assemblée, il y a quelqu'un de la majorité. Ça a bien été accepté parce que les deux forces politiques se retrouvent, même s'ils représentent leurs institutions. Alors, on va poursuivre, je crois, peut-être le dernier point. À quelques jours de la tenue des concertations nationales, ça brûle, semble-t-il, au sein de la majorité présidentielle. Un parti politique, non de moindre, le MCR, qui se dit mécontent puisque l'un de ses députés est écroué à la prison centrale de Makala.
Quelle lecture vous avez fait de cela, de cette question d'actualité, monsieur le député national? Bon, vous savez, les collègues Moïndo Nzangi a été poursuivi en procédure d'urgence, de flagrance, par la Cour suprême de justice pour des propos qu'il a tenus dans une radio périphérique, je crois, sur des questions de sûreté de l'État, ainsi de suite. Il a été poursuivi par la Cour suprême en procédure de flagrance. La Cour suprême a donné son verdict. Ce sont les juges qui ont parlé. Les juges ont parlé. Nous, on ne peut pas encore mettre d'autres juges. À partir d'une émission, d'une radio locale, à Goma même. Vous savez, même ce que vous dites là-bas, vous, si vous déconnez, on va se saisir de vous. Même si vous êtes député, on va vous prendre. Ça signifie que les juges ont donné leur décision. Condamné à 3 ans ferme. Mais nous, comment on va interpréter ça? Est-ce que nous devons encore juger nos propres juges? Je ne sais pas. Je ne sais pas, même si on peut critiquer, même si on peut dire non, c'est mal jugé, c'est leur droit. C'est quand même la dernière instance, la Cour suprême. Il n'y a pas d'appel, il n'y a plus d'appel. Vous voyez par exemple en France, quand on a condamné Chirac, tout ça, tous les hommes forts de l'UMP sont sortis. En Italie, le président du conseil là-bas, Berlusconi, quand on l'a condamné, sa famille politique est sortie. Ce n'est pas seulement ici au Congo, c'est un peu partout. Lorsque, par solidarité, il faut montrer qu'il n'est pas seul, il a une famille politique. Et le MCR, c'est un grand parti politique. Mais ici, on ne peut pas parler du MCR. Moi, je suis du PPRD. C'est la force politique qui vient juste après nous à la majorité. Cette question sera réglée dans la majorité. Mais dans l'entretemps, vous sentez la majorité se sent un peu affaiblie par cette prise de position. Il n'y a ni frustration, ni quoi. Tout sera arrangé au niveau de la majorité. Et je ne vais pas faire des commentaires. Moi, mais ce sont mes collègues, ce sont nos alliés. C'est vraiment, comme on dit, Baza Bapir, Nabiso. Je ne peux pas parler d'eux ici. Et vous les verrez, ils viendront aux concertations parce que nous allons trouver une solution dans la majorité. Et ils se sont adressés à la majorité. Voilà, nous apprenons que le MCR a même levé cette mesure, la mesure qu'il avait prise. Donc j'avais raison. Donc, vous venez d'apprendre ça, je crois qu'on vient de vous signaler. Donc moi je vous dis, ce sont des problèmes de la majorité. On devait trouver une solution dans la majorité. Les déclarations, on a arrêté ceci, on a condamné. C'est la démocratie. La démocratie. Je vous ai parlé de l'Italie, en France, partout. On les fait. On les fait pour marquer la solidarité envers la personne qui a des problèmes. Mais dans la famille, on parle, je crois qu'on a trouvé une solution. Je vois mes amis du MCR, on échange avec eux. MCR et nous, c'est vraiment la même chose. On ne peut pas les perdre, nous sommes ensemble. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre tranche, mais quand même, trop de soubresauts ces derniers temps par rapport aux concertations nationales. Un discours d'apaisement des uns et des autres, ou d'adhésion. Le discours d'apaisement a été donné. Moi, j'ai suivi le secrétaire général du PPR, le professeur Bochab, quand il a dit comment il travaille. C'est dans un climat empreinte de convivialité, de cordialité. Il se parle bien, tout passe bien. J'ai suivi aussi le secrétaire général du MLC. Il a parlé avec le même ton. Nous, on ne peut que répercuter ça. Nous avons besoin de toutes les forces sociopolitiques pour ces concertations. Pour avoir un objectif que tout le monde connaît, la cohésion nationale, la fin de la guerre, entre autres, à l'est donc du pays. Les conditions que les autres continuent à poser, je crois, on peut les ignorer pour l'intérêt général de la population. Parce que maintenant, les gens sont prêts. Quand nous suivons la presse, vous voyez les gens qui défilent, nous allons participer, Je crains que les présidents ne puissent être débordés par le nombre de gens qui veulent participer, même si les gens pensent qu'il y aura des perdièmes, tout ça. Je pense que ça ce n'est pas la formule du parti-État, c'est une formule d'un gouvernement responsable. Ceux qui pensent qu'ils vont avoir de l'argent, bon, nous sommes au parfum un peu, il n'y aura pas grand chose, c'est juste un petit rien pour s'acheter du savon. Et donc, on appelle tout le monde pour participer à ces assises qui vont aussi participer ou bien qui vont contribuer à enrichir l'histoire politique de la RDC et notre pays.
Voilà qui est dit, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche de ce lundi. Nous recevions sur ce plateau l'honorable Ramazani Chadari, membre du PPRD donc, et de la majorité présidentielle. En tout cas, il a éclairé suffisamment sur la tenue des concertations nationales et un appel à la mobilisation populaire pour soutenir à bras-le-corps ces concertations. C'est la fin de cette tranche. Merci d'avoir suivi. Au revoir.